il y a deux éléments. Il y a la question effectivement des ressources, qu'elles soient énergétiques, terres rares et autres minerais. Et l'autre élément, c'est la Chine. Si on prend en compte ces deux paramètres, c'est-à-dire un petit peu la tentative de contrôle du premier à des fins de lutter contre le deuxième, on a à peu près l'explication de la façon dont Trump fonctionne. On avait hâte d'entendre cette analyse de Régis Le Sommier aujourd'hui, vu la situation en Iran. Bonjour Régis, Bonjour Liselotte. et vous êtes au micro d'Alexandre de Galzin. Oui, alors bonjour Régis. Évidemment, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est de ces frappes qui ont été réalisées en Iran, ce début de la guerre finalement entre les États-Unis, Israël et l'Iran. La première question qui est la plus essentielle, vous n'êtes pas dans l'esprit de Donald Trump bien sûr, mais selon vous, pourquoi avoir lancé une telle opération ? Je dois avouer que je me suis arraché les cheveux ce week-end en imaginant pourquoi Donald Trump avait in fine décidé de faire cette opération. Alors, il y avait des signes avant-coureurs, hein, la présence de deux porte-avions, on va dire le Gerald Ford sur la Méditerranée en appui d'Israël en fait, et puis l'Abraham Lincoln dans l'océan Indien à plus de 2000 km de distance l'un de l'autre, mais avec leur groupe aéronaval, tous les moyens déployés qui n'avaient pas été vus depuis l'invasion américaine de l'Irak en 2003, laissaient penser qu'il serait difficile de ne pas faire quelque chose. Maintenant, sur l'ampleur de l'opération, on aurait pu imaginer que Trump frapperait à minima, qu'il y aurait une sorte de guerre spectacle, comme on en avait un peu pris l'habitude, c'est-à-dire, je dis pas que celle de la guerre des 12 jours en juin 2025 était une guerre spectacle, mais d'abord elle était menée par Israël, avec un appui américain certes, mais dont on ne faisait pas une publicité extrême, et puis cette manière que Trump avait eue d'intervenir le 21 juin avec l'opération Marteau de minuit pour endommager au maximum le potentiel nucléaire, les centres de recherche iraniens, et déclarer le cessez-le-feu et la fin de la guerre à la fin. Donc, c'est-à-dire que Trump pouvait conserver l'attribut qu'il a voulu depuis le début du conflit, c'est-à-dire du président de la paix. La paix armée, certes, de la paix par la force, certes, mais qui le laissait dans cette catégorie. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est plus le cas, d'autant que il y a eu l'information principale pour le public américain hier, c'est la mort de 3 soldats, qui pose un énorme problème à Trump, puisque là, même par rapport à sa base, il est en porte-à-faux. C'est le discours effectivement des America First, Oui. donc l'Amérique d'abord, qui est de dire que aucun soldat américain, aucun Américain de manière générale, ne doit aller mourir pour une guerre lointaine. Discours qui évidemment est une réaction à tous les néoconservateurs comme Bush et d'autres par le passé. Tout à fait. Et le positionnement américain depuis le début, depuis le retour de Donald Trump, il y a un an, a été bien dirigé vers cette nouvelle politique internationale qui considère que les États-Unis doivent représenter une zone d'influence, doivent un espace, on va dire, la fameuse doctrine Monroe, rebaptisée doctrine Donroe, sous la férule de Donald Trump, et que, eh bien, il existe un certain nombre de pôles dans le monde. Là, on passe dans une dimension complètement différente qui rappelle, à bien des égards, ce qui est très intéressant, les précédentes interventions. Moi, je suis on va dire, quelqu'un qui a été beaucoup marqué par la guerre en Irak, la deuxième guerre d'Irak, celle qui a été démarrée en 2003. Ça a été le début de ma carrière et j'ai passé quantité de temps sur le terrain avec les troupes américaines à l'époque pour comprendre d'abord que la montée à la guerre a été au niveau de l'utilisation des termes quasiment un copier-coller. Ouais. De façon très intéressante. Là, quand je me suis rendu compte que Marco Rubio, Steve Witkoff, Donald Trump et J.D. Vance réutilisaient des formules
qu'on avait vu dans la bouche de George Bush en 2002 sur la question par exemple du nucléaire. George Bush disait Saddam Hussein cherche à obtenir l'arme atomique. À l'époque, l'administration Bush était allée jusqu'à envoyer l'ambassadeur Joe Wilson, au Niger pour trouver des preuves que Saddam Hussein avait tenté de se procurer de l'uranium pour fabriquer une bombe, en gros. Je dirais que c'est un peu plus sérieux, parce qu'on sait que les Iraniens ont 440 kilos d'uranium enrichi à plus de 60%. Quand on a un uranium enrichi à plus de 60%, c'est pas pour, on va dire, l'utiliser dans une centrale atomique pour fabriquer de l'électricité. Donc là, on est face à mais dans le wording, comme on aime bien ces termes à la mode, on regarde que... Dans le phrasé. Voilà. Par exemple, également, autre indication, Marco Rubio disait vendredi dernier, les Iraniens sont en voie de fabriquer des missiles qui atteindront les États-Unis. Le même discours avait été appliqué à Saddam Hussein en 2002. Alors que là, actuellement, je regardais la portée potentielle des missiles iraniens, ce qui peuvent frapper de plus à l'ouest... c'est à peu près la Serbie, quoi. Enfin, le missile le plus lointain pourrait éventuellement atteindre la Serbie, mais bon, ça fait quand même une hypothèse très très lointaine quand même. Ils ont atteint une base à Chypre, là. Voilà, la base de l'Arnaka britannique à Chypre. Donc ils ont ces capacités, mais là aussi, c'est pas des choses extrêmement nouvelles que l'Iran ait développé son arsenal de missiles. On sait qu'ils travaillent dessus depuis 2003 et qu'ils ont négligé d'autres compartiments de leur armée pensant que l'avantage stratégique qu'ils auraient serait lié aux missiles. On ne sait pas s'ils auront raison ou pas encore. Alors je reviens à ma question d'origine. Pourquoi ? Oui, alors c'est vrai que la pression de Netanyahou du Premier ministre israélien a été énorme. Il a fait quand même, depuis le retour de Trump, 7 déplacements à Washington. Ou à Mar-a-Lago d'ailleurs. Oui, tout à fait. La dernière fois, il s'est rendu voir Trump alors que c'était pas prévu, c'était il y a quelques semaines, devançant une visite prévue d'avance et repartant sans rien dire, sans faire de conférence de presse. On ne sait pas trop ce que les deux hommes se sont dit, mais il y avait une manière d'expliquer finalement à Donald Trump qu'il y avait une fenêtre de tir maintenant, mais une fenêtre de tir qui, du point de vue américain, plus du point de vue américain que du point de vue israélien, comporte des risques. Je me dirais, les Israéliens sont les premiers concernés par la riposte iranienne, même si elle est moins spectaculaire que pendant la guerre des 12 jours jusqu'à présent, encore que hier soir on a vu des armes hypersoniques nouvelles et un nouveau type de missile utilisé contre Jérusalem. Donc tout ça n'est pas fini, hein. On n'en est qu'au troisième jour de la guerre. Donc il y a des risques évidemment pour Israël, mais je dirais le risque majeur, il est du côté de Donald Trump. Principal problème, se mettre en porte-à-faux avec sa base. Marjorie Taylor Greene, qui est l'égérie MAGA, qui a déjà rompu avec Donald Trump, a expliqué qu'il avait trahi ses électeurs. Tucker Carlson, la semaine dernière, est allé voir Donald Trump à la Maison-Blanche pour lui dire de ne pas intervenir en Iran. Nick Fuentes, de la même manière que Charlie Kirk, qui est le martyr des MAGA, avait à l'époque expliqué à Donald Trump au moment de la guerre des 12 jours de ne pas intervenir en Iran. Donc on est sur un sujet extrêmement sensible. On sait que cette base, il en a absolument besoin pour les élections de midterm qu'il risque de perdre, et que le secret pour gagner une élection aux États-Unis, c'est d'abord de mobiliser sa base. C'est une partie de cette base qui commence à dire il nous a trahis, il nous a promis de ne pas intervenir, et on est reparti dans un scénario à l'irakienne ou à l'afghane. Évidemment, ça va mal se passer en novembre dernier. Donc la vraie question, c'est de se dire, je pense que Donald Trump a joué, si vous voulez, fondamentalement, la sidération. Je pense qu'il a estimé que, faisant preuve culturellement, malheureusement, et ça c'est un grand classique, de ce sentiment d'infinie supériorité de l'Occident par rapport aux pays tiers. Voilà. Voire des États-Unis tout simplement par rapport aux pays tiers. Tout à fait. Mais c'est-à-dire cette espèce de sacro-sainte croyance que, in fine, quand on n'arrive pas à mener une négociation, moi c'est ce que j'appelle le syndrome de l'écrasement. Le syndrome de l'écrasement, c'est l'invention par les Américains de ce terme qui existe depuis la guerre du Vietnam, de carpet bombing. On va écraser sous un tapis de bombes, tapis, carpet,
l'adversaire et on va le faire capituler. La réalité, c'est qu'il suffit de prendre des pages d'histoire contemporaine, du Vietnam à la Libye, en passant par l'Afghanistan et l'Irak, etc. Toutes ces interventions, jamais cet usage immodéré de la force n'a solutionné les problèmes, voire parfois les a fait empirer. Alors, pardon, je reviens encore presque à ma question, mais dans le fond, alors que Donald Trump a les midterms qui arrivent en novembre, qu'il est déjà, à cause de problèmes internes aussi aux États-Unis, loin d'être sûr de les remporter. En particulier la Chambre. Effectivement, qu'il a, donc il a cette crainte de perdre toute sa base America First. Donc, à partir du moment où il y a effectivement le risque de l'embrasement. On a l'impression qu'il même inquiète profondément Trump. C'est l'impression qu'on avait jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on voit avec le Venezuela une opération très courte, très chirurgicale, assez chirurgicale en tout cas. Le traumatisme du retrait de l'Afghanistan, toutes ces choses-là pour Trump ont l'air d'être insupportables. C'est-à-dire l'idée d'occuper un pays, etc., et de perdre des soldats américains à l'étranger. Est-ce que la réponse se trouve dans l'éternel... Est-ce que c'est la même réponse qu'on pouvait apporter il y a 20 ans, etc., aux Américains? Est-ce que la réponse, c'est le pétrole? Alors oui, il y a certainement les enjeux, quand on veut comprendre la boussole Trump, pour se repérer dans le logiciel du président américain, il y a deux éléments. Il y a la question effectivement des ressources, qu'elles soient énergétiques, terres rares et autres minerais, et l'autre élément, c'est la Chine. Si on prend en compte ces deux paramètres, c'est-à-dire un petit peu la tentative de contrôle du premier à des fins de lutter contre le deuxième, on a à peu près l'explication de la façon dont Trump fonctionne. Parce que, quand même, il faut rappeler que l'Iran produit l'immense majorité du pétrole chinois. Oui, tout à fait. Ça correspond à peu près à 10-15% du pétrole chinois. Le Venezuela, je le rappelle, c'était 10% aussi. Et là aussi, on l'a su quand Trump a mis la main sur les champs pétrolifères du Venezuela, qui sont les principales ressources mondiales aujourd'hui. Il a expliqué aux Chinois qu'ils pourraient continuer à faire du business, mais avec eux cette fois-ci. Ils n'auraient plus de pétrole vénézuélien comme ça. Donc voilà, ça c'est le positionnement, c'est la stratégie Trump in fine. Maintenant, sur la façon dont le président américain conduit sa politique internationale, il y a aussi un élément important à prendre en compte, c'est Trump opère dans l'international comme il opérait dans les affaires, c'est-à-dire avec des coups spectaculaires, des prises de position ultra extrêmes, de façon ensuite à revenir sur certaines positions et négocier. C'est toujours comme ça qu'il procède. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il a réussi son coup. Je pense que c'est aussi une des explications. Il a réussi son coup avec Maduro et avec le Venezuela, tout en reprenant l'intégralité des structures chavistes en place et en mettant à la place de Maduro l'adjointe de Maduro, disant on va faire des affaires avec Delcy Rodriguez, qui est une fanatique du régime, mais on va pas changer le régime et on va en fait faire un régime allié à la manière dont les Américains étaient alliés avec Marcos ou avec Pinochet, qui étaient des dictateurs. C'est pas l'important. Il n'y a pas de morale derrière. Mais attention, je termine le développement sur la question de l'Iran. Il savait que pour l'Iran, ça serait beaucoup plus compliqué, mais il savait que la corrélation, on va dire, de faire de l'Iran un Venezuela 2.0 était liée d'abord à l'élimination du chef, du guide suprême, l'Ayatollah Khamenei. La limite de l'exercice, c'est-à-dire que Trump ambitionne, on l'a vu hier dans son interview à Politico, il ambitionne de prendre quelqu'un du régime. Là, il a dit tous ceux qu'on avait en tête sont morts, on les a décapités. Maintenant, il y a un personnage qui s'appelle Ali Larijani, qui est le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale actuelle, à qui Khamenei, avant sa mort, avait donné des directives de contrôle du pays, qui avait de larges contributions, qui est un peu revenu
en gloire à la fin, après avoir fait 2 tentatives pour devenir président de l'Iran, qui avait été retoqué par les gardiens de la Révolution. Larijani est lui-même un ancien gardien de la Révolution, coche plein de cases, et surtout, il est compatible avec l'international parce que c'est lui qui a mené toutes les négociations sur le nucléaire, et en particulier l'accord de 2015 conclu à Vienne, qui permettait à la communauté internationale de contrôler l'usage du nucléaire iranien en échange d'un certain nombre de levées de sanctions. Donc ça veut dire que Trump ambitionne sans doute, le New York Times l'esquisse, de prendre peut-être Larijani et de faire un calque de ce qui s'est passé au Venezuela, en sachant que c'est beaucoup plus difficile en Iran et qu'on n'est absolument pas certain. Il y a plein d'incertitudes, mais on n'est surtout pas certain que les gardiens de la Révolution vont rentrer dans le rang et seraient capables, imaginons, de se mettre avec un régime qui accepterait la tutelle américaine de facto. Donc le problème, il est là, c'est qu'il y a l'art du deal à la Trump, il y a la projection avec l'idée d'agir, et quand tu agis, mais c'est très intéressant parce qu'il est un peu coincé, il risque de se retrouver coincé de la même manière que Poutine s'est retrouvé coincé en Ukraine. Imaginons une campagne rapide, imaginons que Zelensky cède le pouvoir, que finalement, pour terminer par une guerre qui dure depuis 4 ans. Et là, Trump a créé, avec la complicité de Netanyahou totale, mais pour Netanyahou, c'est assumé. Je dirais que la position de Netanyahou, elle est beaucoup plus claire que celle de Trump. Le risque, c'est de mettre de créer le chaos dans l'économie mondiale. Oui. C'est terrible. Même au-delà de l'économie mondiale, Régis Sommier, reste juste un premier point sur l'Iran. C'est-à-dire qu'évidemment, beaucoup de nos auditeurs, et de Français d'ailleurs, se réjouissent pour les Iraniens de la mort de l'ayatollah Khamenei et de la tête du régime iranien, qui effectivement était une dictature islamiste qui opprimait son peuple. Ce que vous nous expliquez quand même, c'est que Donald... toujours... Oui, c'est toujours, vous avez raison. Non, mais c'est juste parce qu'ils sont morts. C'est pas la mort d'un homme, là aussi, oui, mais justement, encore une j'y arrive. C'est ce que vous expliquez, c'est que selon les informations disponibles, Donald Trump ne souhaiterait absolument pas un changement de régime plus démocratique, qui autoriserait plus de liberté, mais simplement un nouveau pouvoir fort qui garderait les mêmes bases et qui serait plus à même d'être favorable aux États-Unis. Alors, si Trump arrive à sauver la situation qui me paraît extrêmement mal embarquée au vu de la riposte iranienne, parce que les Iraniens ont tenté, regardez, il y a eu 2 aspects. Pendant la fin des négociations, qui ont été des négociations d'ailleurs, l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères omanais, qui était le médiateur de ces négociations, qui était extrêmement favorable. C'est-à-dire que les Américains avaient obtenu, avant de déclencher leurs frappes, un accord ou un projet d'accord avec les Iraniens de 0 enrichissement, d'élimination des stocks d'uranium enrichi. Bref, les Iraniens avaient cédé sur des demandes capitales des Américains. Donc on était sur un deal bien meilleur que celui de 2015 en termes de pouvoir de contrôle sur les activités nucléaires iraniennes. Maintenant, il y avait la question du balistique et la question des proxys iraniens sur lesquels l'Iran ne voulait pas toucher. Mais si vous voulez, on avançait vers un... Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les Iraniens ont compris, parce que ce sont des gens malins, qu'il fallait titiller Trump du côté du portefeuille. Donc, ils lui ont proposé un plan, en plus de ce qui avait été négocié sur le nucléaire, d'accès aux ressources. L'Iran est une des principales fournisseurs avec l'Arabie et le Venezuela, ce sont les 3 pays principaux producteurs de pétrole au monde. Et donc là, il y avait des incitations à faire du business. Ils l'avaient très bien vu comment Trump a négocié avec Poutine. Et donc, ils ont voulu reproduire la même chose. Trump, in fine, n'a pas voulu. Donc, qu'est-ce que font les Iraniens à l'heure où nous parlons? Ils tapent tous les alliés des Américains dans la région. Ils sont en train de mettre à genoux les économies des pétromonarchies. Ils frappent toutes les ambassades américaines, montrant d'ailleurs la vulnérabilité extrême des alliés américains, des bases américaines, des ambassades. À l'heure où nous parlons, l'ambassade américaine à Manama, au Bahreïn, est en flammes. Hier, dans la soirée, les Hajj al-Shabi, qui sont les milices chiites irakiennes, inféodées à l'Iran, ont attaqué l'ambassade américaine à Bagdad, qui est la plus grande ambassade américaine au monde, symbole de l'occupation américaine pendant 10 ans
en Irak. Donc, si les Hajj al-Shabi, par exemple, conquièrent ces ambassades, là, vous avez des effets. En fait, potentiellement, vous avez dans chaque endroit le potentiel. Quand je disais Bahreïn, c'est à dessein. Pourquoi ? Parce que Bahreïn est une pétromonarchie dirigée par un sultan, sunnite, un roi sunnite qui maintient sous diktat une population composée de 65% de chiites. Et quand les fusées iraniennes s'abattent sur les intérêts américains et les intérêts du Bahreïn, la population chiite en ce moment applaudit. Donc il y a une possibilité de déstabilisation, l'Iran le sait très bien, également sur les champs pétrolifères de l'Est de l'Arabie Saoudite, là où il y a les principales ressources, qui sont occupées majoritairement par des chiites. Donc l'Iran peut déstabiliser ces pays-là, peut faire en sorte, via ses proxys pour le coup, les Houthis, on l'a un petit peu oublié à une époque, avaient tiré des missiles et des drones sur les installations de l'Aramco en Arabie Saoudite, perturbant et privant pendant 2 jours de la moitié de la production saoudienne. Le métrique principal du secteur, c'est la production du nombre de barils saoudiens par jour. Quand on le fait diminuer par 2, c'est une crise majeure dans l'économie mondiale. Les Houthis à eux seuls étaient parvenus à le faire. S'ils veulent le refaire et si les Iraniens leur donnent l'ordre, ils le feront sans aucun état d'âme. Vous avez un certain nombre alors, le Hezbollah est diminué au Liban, mais il a quand même été capable ce matin de recommencer à tirer sur le sud d'Israël, sur le nord d'Israël. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que si la guerre se prolonge et s'il n'y a pas d'effet sur le gouvernement iranien, si cette guerre maintient le pouvoir en place et que, comme on l'a vu, des gardiens de la révolution maintenant régionalisés, parce que c'est bien beau pour l'armée américaine de clamer hier soir qu'ils ont détruit le siège des gardiens de la révolution à Téhéran. C'est pas à Téhéran qu'il faut frapper. Aujourd'hui, les commandants IRGC avec leurs troupes sont dans les différentes provinces. L'Iran, c'est 1,5 million de kilomètres carrés. Ça fait depuis 79 qu'ils se préparent à cette guerre. On dirait les Américains et les Israéliens aussi. Mais rien ne peut aujourd'hui expliquer quelle en sera l'issue, ni dans quel état la région va en ressortir. Parce qu'un Iran instable, imaginons par exemple pour l'économie de Dubaï, d'Abu Dhabi, de Doha, qui sont des puissances économiques aujourd'hui considérables. L'aéroport de Dubaï et Maktoum, là, qui est complètement figé aujourd'hui, c'est le principal aéroport au monde. C'est de là où transitent tous les échanges commerciaux, touristiques entre l'Est et l'Europe, en fait. Et donc, on est dans un... Il y a une telle incertitude, mais là, les Iraniens, pour revenir à ma démonstration et la terminer, les Iraniens attaquent Trump sur l'économie, parce qu'ils savent que c'est le principal souci pour lui. Bien sûr. Et que, finalement, ces régions-là avaient promis aussi les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, d'injecter chacun quasiment 1 trilliard, 1000 milliards de dollars dans l'économie américaine. Si ça se fait pas, quelle est la promesse de prospérité ? Puis Où elle est même cette de promesse manière générale, prospérité ? si le prix du baril monte aux États-Unis, ça risquera forcément d'augmenter le mécontentement de façon tout à fait Bien mécanique. Il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas seulement le pétrole, il y a aussi, je rappelle aux auditeurs, 20% du gaz naturel liquéfié mondial qui transite par le détroit d'Ormuz, qui est actuellement bloqué par l'Iran. Donc ça, ce sera un autre sujet. Mais sur ce qui est interne à l'Iran, Régis Sommier, d'aucuns en Occident et plus particulièrement en France ou aux États-Unis font l'éloge de Reza Pahlavi, qui est donc le fils du précédent Shah, qui gouvernait le pays donc jusqu'en 79, et appelle à ce que ce dirigeant, qui pour le coup lui se montre extrêmement occidental dans sa manière de se présenter, appelle à ce que lui prenne le pouvoir. Je crois qu'on l'a même vu dans un JT il y a quelque temps en France, voilà. Est-ce que il existe des alternatives qui seraient effectivement, quelles sont les alternatives à part celles que vous avez décrites pour l'Iran? Et à côté de ça, vous rappeliez que l'Iran est un pays
divisé et sectorisé, effectivement, quel est le risque aussi au niveau des minorités kurdes, minorités baloutches, minorités arméniennes, enfin, qu'est-ce qui peut se passer en interne? Est-ce qu'on peut assister à une implosion de l'Iran? Le vrai problème auquel on est face actuellement avec l'Iran, c'est de l'impossibilité d'avoir une union, on va dire, effective de l'opposition. Il y a des signes quand même rassurants, c'est que la plupart des leaders des groupes que vous avez cités ne veulent pas toucher à l'unité de l'Iran. Si on accepte peut-être les séparatistes balouches dans certaines formes, les autres considèrent qu'il faut continuer, que le pays qu'il faut garder l'unité. Ça, c'est un bon signe. Maintenant, imaginons que le régime s'effondre et que ces groupes d'opposition soient aux affaires, peut-être que la perspective risque de changer. Mais pour moi, que ce soit Pahlavi ou que ce soit un autre, et Pahlavi peut-être représenter cette alternative d'une monarchie éclairée, constitutionnelle, inclusive, etc., et qui satisfasse l'Occident et qui fasse une véritable révolution en Iran, ça c'est une possibilité. Maintenant, la question principale n'est pas la question tant de l'opposition, mais que faire et que vont devenir les Pasdaran, les Bassidji et tout le maillage de la société, parce en Iran, il y a 92 millions d'habitants, officiellement il y a 150 000 Pasdaran, il y a plus que 150 000 Pasdaran pour diriger ou pour contrôler 92 millions d'habitants. Et je peux vous dire que l'Iran est un pays extrêmement contrôlé. Pour y être allé, je le sais très bien. Donc aujourd'hui, ces gens-là, quelle est leur alternative? On leur fait la guerre, ils incarnent le régime, ils ont d'ailleurs une légitimité qu'ils tirent à la fois de la révolution islamique menée par Khomeini, mais surtout des 10 ans qui ont suivi de guerre Iran-Irak, qui ont fait 1 million de morts en Iran, qui ont donné ces structures de société. La plupart des dirigeants des Pasdaran sont des gens qui ont combattu pendant cette guerre en Irak, qui a été une guerre unificatrice et dont le souvenir est ancien, et le souvenir est toujours présent. Pourquoi? Parce que l'Iran était seul à l'époque. Toute la communauté internationale. Et d'ailleurs, on en parlait brièvement hors antenne, Régis Sommier, mais il y a le risque aussi d'un réflexe anti-occidental, anti-américain, anti-israélien. Ça va avec ce que je vous dis. C'est-à-dire que quand on vous balance des bombes sur la tête, il est difficile après d'embrasser ceux qui viennent vous libérer. C'était même à l'époque du débarquement, c'était un gros argument utilisé par la propagande de Vichy quand les villes normandes en particulier ont été détruites. Disant, regardez vos libérateurs, ils sèment la mort, voilà. Et ça, c'est très très difficile on va dire de dire laissez-nous vous bombarder pour vous libérer. Mais c'est un peu le message de Trump. Donc là, je pense qu'il y a une méconnaissance ou une volonté peut-être délibérée de ne pas voir que le monde chiite aujourd'hui est en ébullition totale, que des forces à laquelle on n'imaginait pas sont peut-être en train de rejoindre l'Iran, que les Hajj al-Shabi, les milices populaires de mobilisation populaire en Irak vont peut-être rentrer dans le jeu. On a vu des manifestations de soutien à l'Iran après la mort de Khamenei jusqu'au Nigeria, où il y a une communauté chiite au Nigeria. Donc voilà, on est dans un engrenage, le feu a été mis, on ne sait pas où ça va aller. Et face à ça, pour terminer sur Donald Trump, je pense qu'il y a une exigence de sa part que ça se passe le plus vite possible, de façon à pouvoir se retirer et pouvoir limiter les pertes. Il a déjà son trophée Khamenei, il faut qu'il puisse dire « Regardez, j'ai résolu le problème ». Si ça dure plus de 10 jours, ça va être très très compliqué. Eh bien écoutez, dans moins de 10 jours, vous serez encore ici à notre antenne, Régis Sommier. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et puis on vous dit à la semaine prochaine.